Merci beaucoup Frédéric. Je serai bref car ce n'est pas moi que vous êtes venu écouter, mais notre conférencier, M. Moratinos. Juste quelques mots pour vous expliquer pourquoi cette conférence se tient dans le cadre du Global Studies Institute, dont vous voyez l'affiche ici. Ce Global Studies Institute a été pensé, imaginé entre 2010 et 2012 avec quelques collègues de l'université et a vu le jour au début de l'année académique 2013. Et il est fondé sur 5 idées fortes. La première, c'est que l'étude des relations internationales ne peut plus se limiter aux relations interétatiques et qu'il faut, dans le cadre de la globalisation, penser autrement les relations entre les différentes parties du monde, avec notamment de nouveaux acteurs. Deuxièmement, que dans cette étude du monde global dans lequel on vit, et de manière un peu contre-intuitive, le global n'est pas l'universel. Dans le global, il faut imaginer des constructions, des structures régionales, des approches régionales, et c'est pour ça que nous développons des études régionales dans le cadre du Global Studies. Nous avons depuis cette année un master sur le Moyen-Orient qui complète notre master en études européennes, et l'on voit bien que la Méditerranée constitue le trait d'union, le lien entre le Moyen-Orient et la Méditerranée. Ce n'est pas nouveau d'ailleurs. Frédéric Esposito nous a parlé des Romains. Avant eux, il y avait eu les Phéniciens. Cette mer a joué un rôle central, évidemment, dans le développement de notre région, l'Europe, mais également dans le développement de toutes nos théories pour comprendre le monde dans lequel nous vivons. Et c'est la troisième hypothèse importante sur laquelle était fondée la création du Global Studies Institute, à savoir que l'étude de ces relations entre les différentes parties du monde ne peut pas se faire que du point de vue occidental, que du point de vue européen d'abord, puis aujourd'hui de plus en plus américain, mais donc ça reste occidental. Les États-Unis d'Amérique sont une création de l'Europe, et donc qu'il faut avoir une approche qui tient compte d'autres paramètres, d'autres points de vue. Et là, dans cette idée d'un dialogue euro-arabe, évidemment, même si nous sommes ici sur la rive nord de la Méditerranée et qu'on le veuille ou non, en Suisse, nous sommes européens, nous sommes dans le continent européen, nous devons aussi être capables d'avoir une approche qui se fonde sur le point de vue des autres. Le quatrième élément qui est au cœur de la création de ce Global Studies Institute, c'est la nécessité d'approches interdisciplinaires. Je suis pour ma part professeur de droit et évidemment, le droit seul ne peut pas résoudre les enjeux du dialogue européen, du dialogue euro-méditerranéen, mais bien sûr, la science politique seule non plus, la sociologie seule non plus, la géographie non plus, l'histoire, etc., etc. Ce qui est important dans ce cadre académique, c'est précisément de mettre en synergie ces champs académiques et de penser autrement, précisément, cette articulation de ce qu'on appelle encore les relations internationales. Et le dernier point, c'est la volonté du monde académique, dans le cadre du Global Studies Institute, d'engager nos réflexions académiques, de les confronter à la vision d'acteurs des relations internationales, notamment de politique. Et de ce point de vue-là, nous avons la chance aujourd'hui, le privilège, d'avoir un acteur particulièrement compétent sur la question du dialogue euro-méditerranéen. J'y reviens dans un instant. Donc, par rapport à ces 5 hypothèses fortes qui justifient l'existence du Global Studies Institute, il se trouve que la question du dialogue euro-méditerranéen est pratiquement un cas d'école. Et que c'est pour ça que nous sommes très heureux de pouvoir présenter cette conférence ce soir avec un acteur qui est un grand spécialiste de ce monde euro-méditerranéen, puisqu'il a d'abord eu une carrière de diplomate au ministère des Affaires étrangères espagnol. Il a consacré la plus grande partie de sa carrière de diplomate à l'espace méditerranéen, avec des postes au sud de la Méditerranée, avec des postes à la centrale à Madrid, mais qui toujours travaillait sur l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient, avec brièvement un poste d'ambassadeur en Israël, brièvement parce qu'il a été ensuite nommé par l'Union européenne comme envoyé spécial pour le processus de paix au Moyen-Orient, poste qu'il a occupé de 1996 à 2003. Et ensuite, il est revenu
si j'ose dire, au ministère des Affaires étrangères espagnol, mais il n'est pas revenu comme diplomate ou fonctionnaire, mais comme chef. Il a été ministre des Affaires étrangères et de la coopération du gouvernement espagnol de 2004 à 2010. C'est donc un privilège pour nous d'avoir un tel connaisseur de cet espace euro-méditerranéen qui va nous faire connaître sa vision, ses perspectives pour la relance d'un dialogue euro-méditerranéen. Et non seulement il s'agira de ces perspectives, mais cette conférence s'inscrit dans le cadre plus large, Frédéric Esposito en a touché un mot, d'un effort du Global Studies Institute de conceptualiser un cadre nouveau pour permettre non seulement la relance, parce que ça, les relances, on peut toujours essayer, mais si possible un succès, c'est-à-dire des résultats dans le cadre de ce dialogue euro-méditerranéen, pour que la Méditerranée ne reste pas ce cimetière à ciel ouvert qu'elle est actuellement, mais redevienne cette Mare Nostrum qu'elle a été pendant longtemps dans notre histoire. Monsieur Miguel Ángel Moratinos, on se réjouit de vous entendre. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir. Tout d'abord, mes remerciements à l'Université de Genève, à son recteur, à toute son équipe du rectorat, à tous les professeurs, à tous les étudiants qui soient ici. C'est un peu tard pour les Genevois, pas pour les Espagnols, mais c'est toujours bien de retourner à l'université, l'endroit où la recherche, l'étude, les nouvelles idées prennent forme. Et c'est dans cet esprit que je dois initier mes paroles, ma conférence, mes échanges de points de vue, avec la gratitude d'avoir accepté l'invitation d'un groupe de chercheurs, d'académiciens, de professeurs, entre le professeur Nicolas Levrat, qui a mené, grâce au Global Studies Institute, une façon différente de s'approcher à la réalité internationale. Et là, ils ont vraiment identifié la manière où on peut extraire des conséquences et des analyses plus rigoureuses pour faire face aux différentes crises, et conflits et défis que nous interpellent. Et en même temps à la Fondation de promotion du dialogue méditerranéen et du dialogue euro-arabe qui m'a demandé, grâce à mon amitié avec Alain Clerc, avec les autres membres de la Fondation, Razni Abidi, qui est depuis longue date très encouragé par la recherche des idées et des projets nouveaux, et un ambassadeur allemand, Dr. Kerr, Herz Wolfram, non? Kerr, un peu compliqué pour un latin de prononcer les noms allemands, et un Libanais, Michel Skaf, qui alimente et qui ont eu l'idée de travailler ensemble avec l'université pour proposer quelque chose de nouveau. Étant donné que nous, hommes politiques, on a raté, on a échoué, le temps est venu à changer la méthode. Le temps est venu à trouver des mécanismes, d'instruments, en ce début de siècle, qui peuvent donner réponse à cette problématique qui est de plus en plus urgente et nécessaire à aborder, et que nos sociétés, disons nos sociétés européennes et sociétés arabes, malheureusement, avaient conscience qu'il fallait construire cet espace de paix et prospérité conjoint, cette Mare Nostrum historique, mais qu'au fur et à mesure des années s'écoulaient, on trouvait que les conflits restaient. Bon, c'était le Sud pour les gens de l'Europe de l'Est ou de l'Europe centrale ou l'Europe du Nord. C'était des affaires pour les Espagnols, les Italiens, les Grecs, mais ce n'était pas une affaire centrale, ce n'était pas une affaire vitale.
Et malheureusement ou heureusement, parce que dans tout malheur il y a un bonheur, aujourd'hui l'agenda est marqué par l'urgence d'un nouvel projet, d'un nouveau concept, d'une nouvelle méthodologie, d'une nouvelle approche. Et c'est ça que l'Université de Genève, je reviendrai plus tard sur ça, et que la Fondation de promotion du dialogue méditerranéen et euro-arabe ont proposé la création d'écrire un livre blanc pour identifier les problèmes, faire le diagnostic de la situation de la région, et en même temps proposer que les citoyens, les sociétés civiles prennent en main la mobilisation, la responsabilité pour dire à ces hommes politiques qui sont distraits, qui sont perdus, qui sont confus, qui n'arrivent pas à avoir une vision, à se réveiller et à dire non, on a la possibilité, on a la méthode, on a la solution. Et ça, c'est l'exercice qu'aujourd'hui, ici à Genève, a commencé. Parler de la Méditerranée à Genève, ce n'est pas tellement difficile. Même si vous n'avez pas une mer, vous avez un lac. Mais Genève, c'est la capitale de la diplomatie et de la paix et de la négociation. Et la Méditerranée a besoin de paix, de négociation et de diplomatie. Parler à Genève de ce nouveau projet méditerranéen et de dialogue arabe, ce n'est pas quelque chose d'étrange. Quand on a conçu qu'aujourd'hui, quand on fait un peu le regard dans le rétroviseur de l'histoire, il y a seulement 3 jours, on commémorait le centenaire des accords secrets Sykes-Picot. Hier, j'étais au Liban, ouais. Et alors au Liban, il y avait des articles. Mon ami, l'ancien ministre des Affaires étrangères du Liban, Fadel Bouez, qui est avec nous, qui fait partie de notre commission, peut témoigner qu'au Proche-Orient, Sykes-Picot signifie quelque chose. Nous, peut-être je me trompe, parce que comme je suis tout le temps dans les avions, je ne lis pas toujours, je ne vois pas tellement la télévision, mais sincèrement, je crois qu'il n'y a pas eu aucun article, aucune référence, aucune analyse critique, aucune volonté de se rappeler que 2 Européens, un Britannique et un Français, un consul français au Liban et un Britannique aristocratique qui dilettant, qu'est-ce qu'on peut faire dans la vie? Bon, vous allez au Caire, c'est un peu la façon britannique de faire la diplomatie à l'époque. Ils se sont retrouvés devant une carte géographique et ont dessiné. Ils ont dit la Mésopotamie pour les Britanniques parce qu'il y a de l'eau et du pétrole. La Palestine, ah oui, aussi parce que c'est le sionisme et la terre promise. Bon, la Syrie, ça n'intéresse pas pour les Français, disait Lord George. Ils ont divisé, ils ont créé les frontières de ce qu'on connaît aujourd'hui comme le Proche-Orient. Mais aujourd'hui, ici à Genève, on constate dans l'autre rive de la Méditerranée que le monde a changé, nous sommes dans un moment similaire à ce que ces 2 diplomates européens ont senti en 1916. Que le monde était en train de changer, que l'Empire ottoman était en train de collapser. Et aujourd'hui, on voit en Méditerranée, en Europe, un changement total, même chez nous, Européens, une recherche de où est-ce qu'on va, quels doivent être nos rapports avec nos voisins du Sud. Et dans le monde arabe, il y a toute une nouvelle configuration qui est en train de se faire. C'est pour cela que être aujourd'hui ici à Genève nous permet de réfléchir et d'annoncer la nécessité de commencer à réfléchir sur un nouveau projet pour
la Méditerranée et les relations euro-arabes. Quelle est la situation? Où sommes-nous aujourd'hui? Bon, il y a une situation d'échec. Le rêve de Barcelone, le ministre Bués et moi-même, on participé en novembre 1995 à Barcelone à ce rêve, était un signal qui voulait alerter des enjeux, des défis qu'il allait se poser. On était conscient, on savait que la réalité du monde arabe-musulman était spécialement compliquée et que les rapports entre le monde arabe et le monde européen allaient confronter des défis et des problèmes et des difficultés. Et on a essayé, avec beaucoup de volontarisme, de mettre un cadre politique, sécuritaire, économique, financier, culturel, pour essayer d'accompagner le processus. On l'appelait processus, le processus de Barcelone. Vous savez pourquoi on l'appelait processus? Parce qu'on ne pouvait pas parler de projet, parce qu'on savait que ça allait être très long. Et les diplomates, on trouve toujours le mot, le processus. En un processus, on ne peut pas nous accuser de ne pas avoir réussi, parce qu'on est dans un processus. Et alors, on est dans un processus de paix, un processus de Barcelone. On essaie de faire bouger les choses, mais on sait les difficultés, les enjeux. On n'était pas inconscient. Mais malheureusement, ce processus de Barcelone n'a pas pu arriver à lancer et à faire face aux différents défis qui se présentaient dans la région. Et pas seulement ça, il n'est pas rentré dans la psychologie collective, bien européenne, bien arabe. Les citoyens du Sud, je peux dire que si on fait un sondage aujourd'hui, on leur demande qu'est-ce que c'est le processus de Barcelone, personne ne la connaît, peut-être 1%, 1% et demi, 2%. Ils ne savent pas quoi ce que c'est. En Europe, peut-être on monte à 5% aussi. Ne croyez pas que les Européens en est mieux placés. Ça a été quelque chose fait top-down, comme on dit les anglo-saxons. Les gouvernements qui décident, qui ont une vision, c'est leur rôle d'ailleurs. Les gouvernements doivent voir, mais après ils doivent transmettre cette directive, ces visions, ces propositions aux sociétés. Et ça, ce qui n'a pas été fait. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on se retrouve qu'il n'y a pas de cadre institutionnel. Oui, il y a le secrétariat de l'Union pour la Méditerranée à Barcelone. Le pauvre Fatal Assi-Khilma, c'est un très bon diplomate marocain, fait tous ses efforts pour maintenir le feu de cette institution. Il doit approuver des projets. Il n'y a pas encore un seul projet qui a été approuvé. Il doit maintenir le dialogue. Il n'y a pas de dialogue. Au mois de novembre dernier, on a fêté 25 ans de Barcelone. Vous avez senti quelque chose? Est-ce que vous avez vu des initiatives? Moi-même, que je suis espagnol, non, mais et que j'étais au début, rien. Madame Mogherini est venue, il s'est vu avec le ministre espagnol, ils ont fait une photo, ils ont resté 4h30, ils sont partis. Il n'y a pas de cadre institutionnel. Mais il n'y a pas seulement qu'il n'y a pas de cadre institutionnel, il n'y a pas de mécanisme de coopération. La politique de voisinage de l'Union européenne est en train d'être révisée d'une façon, je crois, nécessaire, parce qu'elle n'a pas non plus été à l'auteur, été une approche individuelle, conditionnelle, mal définie, des programmes indicatifs, avec un volet financier insuffisant. Tout a été fait d'une façon mitigée, à moitié court, un manque d'ambition, de vision stratégique. Et c'est pour cela qu'on n'a pas réussi. Sans dire, évidemment, le problème fondamental,
le problème israélo-palestinien qui a bloqué et qui a paralysé toute décision politique. Et on me dit, et on continue à dire, et là on n'est pas toujours d'accord, que non, on disait il faut encapsuler le problème israélo-palestinien. Moi je dis tout le contraire, non, il faut le résoudre. On encapsule, on va parler de coopération, on va parler d'échanges culturels, mais si on ne résout pas les problèmes, les véritables problèmes politiques, on ne peut pas avancer. Alors on continue ici, on me dit, mais c'est impossible de résoudre le problème israélo-palestinien. C'est une utopie. C'est absolument impensable qu'on puisse résoudre le problème entre Israël et Palestine. Et je vous dis non, ce n'est pas du tout impossible. Mais il faut avoir du courage et de l'engagement politique. Nos amis français ont lancé une initiative et je le soutiens. Mais il ne faut pas la retarder parce qu'Israël ou les Américains ou les autres ne sont pas tout de suite d'accord. Mais quelle sorte de diplomatie est diplomatie contre la première d'abord on vous dit non et vous considérez que vous avez déjà échoué? Comment on réussit en diplomatie avec persévérance, avec ténacité, avec des idées, avec des arguments, avec des convictions, avec des éléments qui puissent attirer les intérêts des uns et des autres? Mais il ne faut pas renoncer, il ne faut pas annuler, il faut insister jusqu'à qu'on réussisse. Mais aujourd'hui, on fait la drone diplomatie, la diplomatie à distance. Pareil que les drones, la politique militaire avec les drones, on voit, et comme ça il n'y a pas de dégâts diplomatiques. Non, il faut être sur le terrain, il faut insister, il faut se parler, il faut argumenter. Pour cela, c'est important que la crise israélo-palestinienne doit être un des éléments essentiels de ce dialogue. Mais ce n'est pas seulement la crise israélo-palestinienne, c'est que le monde arabe, le monde méditerranéen a vécu un tsunami avec ce printemps arabe. On en discutait ce matin avec les membres de la Commission. Beaucoup de gens croient que le printemps arabe n'a plus d'effet. Ce n'est pas vrai, c'est un processus irréversible à mon avis, qui aura son temps lent dans l'histoire, qui aura ses moments difficiles, qui aura des moments de contradiction, de recul, mais des avancées. Mais rien ne sera la même chose. Rien n'est la même chose dans les pays arabes. Mais attention, il ne faut pas tomber dans le piège de dire que la seule solution viendra d'un islam politique. Je n'ai rien contre l'islam comme religion et comme expression politique, dans un cadre politique qui soit suffisamment établi pour garantir toutes les possibilités d'alternance. Je ne suis pas non plus pour un régime autoritaire à tout prix et permanent. Mais entre le régime autoritaire et l'islam politique, il y a d'autres chemins, il y a d'autres possibilités. Mais nous, occidentaux, européens, au mois de janvier, quand le président Ben Ali est tombé, et tout le monde, alors, on a sauté de joie. Les Arabes sont comme nous, ils sont démocrates. Bienvenue les Arabes. Mais après, il faut les élections, il faut des élections. Il faut des élections. Quand les élections? Demain les élections. Dans quelles conditions? Quels sont les paramètres pour avoir des élections véritablement démocratiques? Et quand ces élections ont été appelées et que les résultats des élections ne convenaient pas à nos intérêts, on a décidé qu'on n'avait plus besoin de printemps arabe. Et alors, il y avait
des renversements de situation, des régimes autoritaires. Et alors, on n'est pas non plus content de régimes autoritaires. Il faut savoir comment on va mener tout ce processus. C'est un processus compliqué, difficile, qui appartient aux Arabes, qui appartient aux citoyens de Tunis, d'Égypte, de Mauritanie, de tous les pays. Et c'est à eux qu'on doit leur donner les outils, les éléments pour créer des conditions nouvelles. Mais nous, non. Nous, on passe d'un côté à l'autre comme si rien ne se passait. Et il y a eu des analyses stratégiques occidentales qui ont cru que l'islam serait la réponse à tout le mot et que l'islam politique serait la solution pour tous ces pays. Non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas la solution. C'est une des réponses, mais pas la seule. Et on a fait marche arrière. Et dans cette marche arrière, ces contradictions, il a éclaté la guerre en Syrie, la mère de toutes les guerres. C'est un peu me fait penser comme espagnol à ce qu'on a vécu mes compatriotes. Moi, je n'étais pas né de la guerre civile espagnole. On dirait que tout s'est concentré en Syrie pour voir quelles sont les aires d'influence, les contradictions, les capacités d'action qu'ils ont les uns et les autres. On revient à la guerre froide et à l'entente des deux grandes puissances, États-Unis, Fédération russe. On revient au conflit intra-régional, intra-religieux, sunni-shia. On revient à l'influence de l'Empire ottoman, la Turquie. On devient à toutes les nouvelles reconfigurations au Proche-Orient. Et notre pauvre Cheikh Picot disparaît. Où est l'Europe? Ah, l'Europe réagit quand les conséquences de ces conflits et de ces contradictions arrivent chez nous. Et l'Europe se réveille. Ils disent, oui, ah oui, on a des réfugiés, ah oui, on a des réfugiés. Ils ne se réveillaient pas quand le Premier ministre Enrico Letta, il y a 1 an et demi, demandait un Conseil européen urgent pour traiter le problème d'immigration qui arrivait par Lampedusa. On le disait à M. Enrico Letta, non, pas au mois de janvier. Le Conseil, on le fera au mois de juin. Mais quand les réfugiés sont arrivés à la gare de Berlin ou à la gare de Vienne, où ils ont passé par le transit de l'Europe centrale, alors oui, alors il faut un Conseil européen urgent, immédiat. Et on s'est réveillé, on dit, on a un problème. Oui, vous avez un problème, chers compatriotes européens. Nous, on vous l'avait dit à Barcelone qu'il y avait un problème, mais vous ne l'avez pas écouté. Et maintenant, on a un problème. Et l'Europe est sujet passif de réfugiés et plus grave encore de la barbarie terroriste. Soyons sujet passif, on ne veut pas être sujet actif. On ne veut pas participer dans la décision de comment régler et mettre point final à la crise syrienne. Mais on peut établir des mécanismes de sauvegarde de la crise humanitaire. On peut établir de frontières et de renforcer notre forteresse Europe. Cela, oui. Mais on ne va pas aux sources de problèmes, que c'est les conflits et l'instabilité, la sécurité, la prospérité dans cette région. Ça, c'est la situation que nous avons. Que faire? Bon, on va faire ce que nos amis, les académiciens, l'université et la fondation nous proposent. Il faut changer la méthodologie. Il faut changer l'approche. Il faut changer la façon où on doit essayer de trouver des solutions. Et comme les hommes politiques, ils sont distraits, ils sont confus, ils sont incapables, ils sont impuissants, ils sont dans une situation de manque de volonté ou de force politique pour faire bouger les choses, on va renverser le système. C'est les académiciens qui doivent nous proposer des idées. C'est la société civile qui doit se mobiliser et
de montrer que c'est possible et dire avec ces deux acteurs aux hommes politiques que c'est possible. C'est ça l'esprit de cet appel qu'on a lancé à Genève aujourd'hui et de cette nouvelle initiative pour le dialogue méditerranéen euro-arabe. J'espère qu'on pourra réussir, mais on va réussir seulement si on travaille ensemble. Ce n'est pas la faute seulement des hommes politiques, ce n'est pas la faute, évidemment, la responsabilité de l'homme de l'académie. Ce n'est pas seulement la responsabilité de la société civile, ça doit être en même temps. Chacun doit assumer son quota de responsabilités. Si le COP 21 a eu réussite à Paris, c'est parce que tous les acteurs se sont mis d'accord pour faire de Paris une réussite, un succès. Faisons pour la Méditerranée cette approche collective. Cette approche collective qui va être difficile, qui ne va pas être facile, qu'on va trouver beaucoup d'obstacles. Parce que finalement, c'est compliqué de pouvoir démontrer qu'une vie différente, qu'un espace géopolitique différent peut être créé au Proche-Orient. Vous allez me permettre de lire une citation d'une rencontre entre Catherine Lagrande et Diderot en 1777. Et c'est la dialectique entre l'homme, le scientifique, le savant, l'expert et l'homme politique. Et la difficulté qu'on aura, nous, hommes politiques, une fois qu'on va recevoir le livre blanc, de pouvoir appliquer les recommandations que nos sages, nos scientifiques, nos hommes de recherche peuvent nous faire. Il a dit, Monsieur Diderot, elle répondait à une proposition, un livre blanc que Diderot présentait à la reine Catherine la Grande, on doit dire en français, Catalina la Grande. 88 recommandations. J'espère que le livre blanc n'aura pas 88 recommandations. Mais Diderot avait travaillé, il avait proposé 88 recommandations. Alors, Catherine la Grande dit « Monsieur Diderot, j'ai entendu avec le plus grand plaisir tout ce que votre brillant esprit vous a inspiré. Mais avec tous vos grands principes que je comprends très bien, on ferait de beaux livres et de la mauvaise besogne. Vous oubliez dans tous vos plans de réforme la différence entre nos deux positions. Vous, académiciens, scientifiques, vous ne travaillez que sur le papier, qui souffre tout. Il est tout uni, souple, et n'oppose aucun obstacle ni à votre imagination, ni à votre plume. Tandis que moi, reine de la Grande Russie, pauvre impératrice, je travaille sur la peau humaine, qui est bien autrement irritable et chatouilleuse. Oui, messieurs les représentants de l'Université de Genève de la Fondation, vous allez nous donner aux hommes politiques la tâche de ces recommandations. Et on va faire tout le possible parce que ces recommandations s'appliquent. Mais n'oubliez pas que la Méditerranée n'est pas seulement chatouilleuse, mais très irritable. Il faut nous aider à trouver la bonne clé pour trouver le bonheur et la paix dans cette région. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Miguel Moratinos, pour votre intervention qui, comme je l'avais évoqué en introduction, va faire l'objet d'une série de questions. Vous avez les micros à votre disposition. Vous allez donc pouvoir interpeller et questionner ce conférencier en vous rappelant, selon la pratique universitaire et dans cette maison, de vous identifier et d'une certaine mesure pouvoir formuler une question la plus succincte possible. Voilà, le débat
désormais est avec vous et les questions sont à vous. Oui, Luce Abelin du Club Suisse de la Presse, au 2e rang. Merci. Bonsoir, monsieur. Merci pour votre intervention. Merci à l'Université de Genève d'avoir organisé ce débat très intéressant. Moi, j'aurais 2 questions. Une question très précise. Je voudrais savoir quels sont les représentants des pays qui ont dit à M. Gianni Letta à l'époque Enrico, je confonds avec son nom, pardon, à Enrico Letta, que ce n'était pas finalement le moment d'avoir un sommet sur cette question. J'aimerais savoir quels sont les pays. Et la deuxième question, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous proposeriez à M. Benjamin Netanyahou pour le convaincre qu'il est temps de continuer ou de recommencer les négociations et qu'il est temps de reconnaître l'État de Palestine. Merci. Question complexe qui amène presque à une deuxième conférence, M. Moratinos. Non, c'est... Je veux juste... Attendez. Bon, comme vous savez, je ne suis plus le ministre des Affaires étrangères, non plus je n'étais plus ministre. Je ne participe pas dans les conseils européens, alors je ne peux pas vous dire qui c'est qui a dit. Ce que je sais, c'est les conclusions du Conseil, c'est-à-dire la majorité des États membres qui ont considéré que le temps n'était pas venu pour convoquer un Conseil extraordinaire pour traiter les affaires de l'immigration. Ça a été publié, ce n'est pas un secret, ça a été dit. M. Lett est arrivé avec cette proposition et est ressorti avec une autre. Et là, moi, je n'étais pas à l'intérieur du Conseil. Je ne peux pas savoir qui a... Mais la majorité a considéré que ce n'était pas le moment. Pour le Premier ministre israélien, le Premier ministre israélien, dans sa conception, dans sa action, il défend les intérêts d'Israël. Et il faut convaincre Israël et le Premier ministre des avantages de trouver la paix définitive avec les Palestiniens. Il l'a dit publiquement, il a dit qu'il est prêt à des négociations sans précondition. Il a dit maintes fois. Il y a, je peux le dire, et je l'assume, qu'Israël, que ce gouvernement veut la paix avec les Palestiniens. Mais il a sa conception de paix. Et il a sa vision de paix. Je ne la partage pas, j'ai d'autres visions, mais si on est en négociation, il faut trouver des mécanismes, des incentives pour le convaincre à s'engager dans un processus de paix, dans une négociation de paix plutôt qu'un processus, dans une négociation pour arriver à la paix. Et je crois que de plus en plus, il y a une tendance à savoir que une reconnaissance, ce que j'appelle le processus de double reconnaissance, ça serait la façon de sortir de cette impasse. Israël, évidemment, est en train de passer par un moment de développement économique satisfaisant, de sécurité limitée, parce qu'il y a aussi maintenant de plus en plus d'attentats imprévisibles, les gens dans la rue, non, c'est la folie, non? Alors, et Israël est au Proche-Orient. La géographie, on ne peut pas la changer. On peut changer l'histoire, mais la géographie est là. Et pour cela, il doit vivre en paix et en sécurité avec ses voisins. Et dans cet esprit, la formule de la double reconnaissance serait de mettre en application l'initiative de paix arabe
qui a été approuvé à Beyrouth 2001 et qui permet, une fois qu'Israël reconnaît l'État palestinien, que Israël soit reconnu par tous les pays arabes et la majorité des pays islamiques. Bon, ça, c'est la formule générale. Vous direz, bon, ça a été fait, ça n'a pas marché. Bon, c'est comme tout. Il faut décliner cette formule. Il faut expliquer au Premier ministre israélien et à la société israélienne les avantages d'avoir de rapports définitifs, de reconnaissance de l'existence d'Israël. Ça, c'est fondamental pour eux. Et je crois, peut-être je me trompe, hein, mais je crois que ça commence à évoluer d'une façon positive. Il y a beaucoup de rumeurs que Israël et les Arabes Saoudites sont en train de discuter, de négocier des aspects de sécurité, mais il y a des contacts qui n'ont été pas reconnus, mais semble-t-il ils l'ont eu, pour vous dire qu'il y a quelque chose qui bouge dans cette double reconnaissance. Et l'Europe et les États-Unis et Israël devaient reconnaître Palestine. C'est la fin du monde. La double reconnaissance, c'est un souhait impossible, c'est une utopie irréalisable. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a approuvé la solution de 2 États. Et c'est entériné par le Conseil de sécurité. Bon. Israël a été reconnu par la majorité d'États dans le monde. Et comment Israël a été reconnu? Il a été reconnu à partir du 15 mai 1948, quand le Premier ministre Ben Gurion, après une réunion avec ses collaborateurs au ministère de la Défense d'Israël, a décidé, le 14 mai 1948, on va envoyer une lettre aux Nations Unies pour déclarer l'indépendance de l'État d'Israël et la demande de reconnaissance. Et les gens ont réagi. Bon, évidemment, les pays arabes n'ont pas reconnu parce qu'ils étaient en guerre. D'autres communautés ont mis du temps à reconnaître, mais en général, ils ont répondu. De toute façon, le problème principal, c'était que ce n'était pas un acte unilatéral. Ils ont demandé la reconnaissance. Pourquoi les Palestiniens n'ont pas le droit d'avoir une reconnaissance de son État? On dit non, vous aurez seulement l'État une fois les négociations seront finies avec Israël. Ça n'a rien à voir. Non, c'est un acte unilatéral. Évidemment, c'est un acte unilatéral. Comme le vote, c'est un acte unilatéral. Mais personne n'a mis en question votre acte unilatéral. Pas seulement cela, quand ils sont arrivés, ils se sont donné la main dans ce rendez-vous historique à Washington entre Rabin et le président Arafat. On a assisté à ce que j'appelle une reconnaissance asymétrique. Les Palestiniens ont reconnu un État, l'État d'Israël, et Israël a reconnu un mouvement politique. Grave erreur. Bon, quand maintenant on rectifie cette erreur et qu'on décide qu'il y ait 2 États qui vont négocier les frontières, les réfugiés, le futur statut de Jérusalem, je ne crois pas que ça soit quelque chose difficile à faire. Et c'est pour cela que je suis optimiste qu'on va réussir. Je vous remercie. Alors, vous l'avez compris, la composante israélienne dans ce dialogue euro-méditerranéen est évidemment incontournable. On a la chance d'avoir quelques-uns des rédacteurs du concept paper qui aboutira au livre blanc. Et je voulais revenir à un des points que vous avez évoqué en introduction, qui était cette nécessité de sortir du processus pour arriver avec un nouveau cadre et une nouvelle méthode. Alors, si vous le permettez, je voulais poser une question notamment à Luis Martinez, qui est un des rédacteurs, ce changement de méthode, et ensuite vous faire réagir justement sur ces éléments.
Luis Martinez, donc vous êtes un des rédacteurs de ce projet, vous êtes directeur de recherche au CERI et enseignant chez nous au Global Studies Institute. Merci de m'inviter à présenter un petit peu notre démarche. Elle est simple. On est parti d'un constat autour d'une équipe. Je m'exprime bien évidemment au nom de ce collectif, donc avec des chefs d'atelier au Maroc, en Tunisie, en Algérie, en Syrie, au Liban, etc. Que finalement, ce qui permettait d'expliquer l'échec du processus de Barcelone, ce n'est pas tant le fait qu'on ait inscrit dans le processus les problèmes à venir, c'est surtout le fait qu'on n'ait pas tenu compte, de notre point de vue, d'un acteur majeur pour imaginer des évolutions, des transformations, un changement, à savoir la société civile. Alors je reconnais que dans les années 80-90, la société civile, on a du mal à l'imaginer dans les pays arabes. Et pourtant, beaucoup de ses membres vont très vite, au lendemain du processus de Barcelone, considérer que finalement, ce processus est quasiment mort-né, tout simplement parce qu'il se focalise sur des questions à la fois économiques et sécuritaires et très peu, finalement, sociétales. Donc notre démarche, ça a été plutôt de solliciter de la part des acteurs de la société civile, finalement, leur doléance. Que veulent-ils? Que disent-ils? Que souhaitent-ils? Et une fois tous ces éléments remontés, eh bien, pour nous, il s'agissait d'analyser finalement ces doléances et de les mettre en perspective pour voir comment on pourrait imaginer finalement leur prise en charge, entre guillemets, par des acteurs institutionnels, politiques, etc. à venir. Mais la démarche majeure, c'est l'académicien ou les académiciens qui, peut-être contrairement à Diderot, eh bien, sont allés au contact du réel. Plutôt que de penser ce que souhaiterait la société civile, on est allé finalement enquêter sur elle. Que disent les acteurs de la société civile? Et pour nous, c'est une démarche originale, nouvelle, qui, nous semble-t-il, a très peu été faite. Reste à savoir maintenant comment parvenir à, entre guillemets, je dirais, à construire politiquement une réponse à ces doléances. Voilà. Alors justement, politiquement, on a la chance justement que notre intervenant et interlocuteur, M. Moratinos, vous êtes un homme politique. Vous avez là, je dirais, une proposition d'une certaine façon. Comment intégrer politiquement une société civile dont il est toujours très difficile d'identifier ses leaders, sa structure. Comment effectivement l'intégrer aujourd'hui dans cette réflexion pour repenser le cadre de ce dialogue euro-méditerranéen? Bon, c'est là l'enjeu, c'est ça la nouveauté, c'est là la nouvelle méthodologie. On l'a fait auparavant de façon expérimentale dans la commission Brundtland, dans d'autres instances, dans d'autres sujets comme c'est les objectifs de développement de millénaire, dans les nouvelles agendas de sostenibilité. Je crois qu'il y a des mécanismes, des façons de mettre les différents instituts, think tanks en contact avec les décideurs politiques. Mais il faut aussi accompagner le processus de changement et de construction de cette société civile dans le monde arabe et dans le monde musulman. Et c'est là où je crois qu'il y aura des enjeux plus grands. Mais cela dit, c'est le début. Il faut, comme tout dans la politique, il faut commencer par une nouvelle méthodologie, une nouvelle façon de faire les choses. Et espérons que ça peut donner des résultats. Autre question? Oui, monsieur, je vais venir vers vous. Bonjour, je voulais vous interroger sur un autre conflit moins médiatisé, tout aussi bloquant, aussi ancien, enfin pas aussi ancien, mais assez ancien, et qui peut être comparé à celui d'Israël-Palestine dans cette conception de la résolution de conflits autour de... On met en avant la négociation et non pas la reconnaissance unilatérale. Et vous-même, en tant qu'ancien ministre des Affaires étrangères espagnol, je trouve que votre avis serait intéressant. C'est donc le Sahara occidental. J'aimerais avoir votre avis sur ce conflit-là et la manière de le résoudre. Bon, vous savez, c'est un conflit qui dure très longtemps, qu'il faut trouver une solution. Les Nations Unies est le dépositaire de la responsabilité de
gérer, de mener les négociations. Et il faut essayer, c'est pas facile, d'ouvrir un dialogue, trouver une solution juste, mutuellement acceptable et politique, c'est le mot clé, et qui permet l'exercice de la libre autodétermination du peuple sahraoui. Ça, c'est la liturgie du conflit. À partir de là, il faut essayer de trouver cette solution politique qui soit juste et qui soit mutuellement acceptable. Et pour cela, il faut mettre les parties en contact, en négociation et faire avancer. Et je crois qu'il faut un exercice général. Je crois que le Maghreb est en train de vivre un nouveau moment et que le Maghreb doit trouver des solutions par eux-mêmes. Le futur de stabilité au Sahel et entre le Maroc, l'Algérie et la Mauritanie mérite que le conflit et la crise du Sahara occidental soient surmontés et qu'on trouve des solutions qui puissent être acceptables pour toutes les parties. La communauté internationale et les pays amis du conflit, que ce soit les États-Unis, l'Espagne, la France, on doit accompagner les efforts du secrétaire général. Mais les efforts du secrétaire général doivent être bien étudiés et pas s'initier quand les solutions ne sont pas bien présentées. Et pour cela, il faut que le représentant du secrétaire général essaie de gagner la confiance de toutes les parties et puisse trouver une solution. Mais c'est évident que moi j'espère et je souhaite que dans le cadre du Maghreb uni, on puisse trouver une solution définitive au conflit qui a trop duré et qui finalement n'a pas apporté de la stabilité et de la paix dans la région. Merci. Il y avait une question, monsieur tout en haut. Bonjour, je m'appelle Samuel Fernandez Arias. Je suis étudiant au Global Studies Institute en études européennes. Et ma question est la suivante. À votre avis, dans quelle mesure les transitions vers la démocratie en Europe, par exemple celle espagnole ou des pays de l'Est, pourraient servir d'inspiration pour les pays qui ont vécu le printemps arabe? Muchas gracias. Voilà, comment connecter l'espace public européen et méditerranéen? Oui, les modèles de transition sont toujours des modèles, non? C'est vrai que l'Espagne est passée d'un régime autoritaire de 40 ans à un régime démocratique et qu'on a beaucoup évoqué le modèle espagnol comme un modèle réussi où on a pu accompagner un système politique dictatorial à un système ouvert, démocratique, où les libertés publiques étaient garanties. Bon, les conditions économiques, sociales et politiques ne sont pas les mêmes dans tous les pays, alors c'est difficile d'avoir un modèle prêt-à-porter qui puisse être... Mais c'est une inspiration. Mais l'inspiration doit partir des propres citoyens des différents pays. C'est les Tunisiens, c'est les Égyptiens, c'est les Libyens, ceux qui doivent eux-mêmes choisir leur modèle, leur forme de constitution. Ils peuvent demander des cours ou des tables rondes pour savoir quelle a été l'expérience espagnole, mais ça serait un suicide et une irresponsabilité croire parce que nous, Espagnols, on a réussi, notre modèle, c'est lui qui doit réussir dans les autres pays. On doit être à l'aide, mais à l'aide politique, économique et financière. C'est-à-dire, ça ne suffit pas de dire que oui, on soutient le processus de réforme politique en Tunisie, et ça ne suffit pas de donner le prix Nobel de la paix aux responsables tunisiens. Ce qu'il faut faire, c'est avoir un plan de choc d'aide économique et financière. C'est avoir un suivi politique et diplomatique.
c'est envisager avec l'Union européenne un nouveau type d'accord d'association. C'est établir une façon différente de gérer les visas et les mouvements des personnes. C'est ça, c'est avoir un enjeu commun. Mais pas dire, non, nous on est avec vous, mais bon, pas de visa, pas de mouvement, pas d'argent parce qu'on est en crise, nous on n'a pas de finances, et pas d'initiative diplomatique. Oui, de temps en temps, on va vous voir, on dit que ça peut aller, mais il n'y a pas un engagement sérieux. Il n'y a pas une décision stratégique définitive. On est avec vous, on sera avec vous, on va mettre autour de la table le secteur privé, le secteur public, le secteur entrepreneur, le secteur financier, on va créer une institution financière propre pour vous, que soyez vous-même qui décidez quel type de prêt et de crédit vous avez besoin. Mais on dit non, pas de banque méditerranéenne, non, pas de banque méditerranéenne, non, c'est une institution trop lourde. Oui, pour l'Est de l'Europe, oui. On a la Banque européenne de reconstruction et de développement. Et ça, oui. Et ça marchait. Mais quand vous dites, on a besoin d'une institution financière pour le Sud, on vous dit, non, c'est trop lourd, c'est une erreur, le ministère des Finances, on n'a pas d'argent, on n'a pas de crédit, on n'a pas de... Bon, d'accord, mais alors cherchez une chose nouvelle, attirer le capital privé, mobiliser votre entrepreneuriat, votre patronat, faites quelque chose. Et c'est là où on n'a rien fait. Et c'est pour cela qu'à mon avis, la situation reste de plus en plus difficile et c'est dans ce nouveau projet qu'on doit proposer des initiatives de ce genre. Je crois que la question était d'autant plus intéressante qu'il faut le rappeler, ce qui a permis de stabiliser la transition et ces nouvelles démocraties qui étaient l'Espagne, la Grèce comme le Portugal. C'est l'adhésion à l'Union européenne qui était un élément important pour les structurer et les baser. Aujourd'hui, l'absence de cadre pour envisager les relations avec l'espace méditerranéen, en dehors de la politique de voisinage, effectivement manque. Et effectivement, la notion d'urgence est peut-être toute particulière et prend ici toute son importance. Une question ici, M. Hasni Abidi. Merci. J'aimerais répondre à une question et aussi finir par une question. On est d'accord sur le rôle de la société civile et dans la mesure où la définition elle-même de la société civile est dynamique. La société civile, elle n'est pas statique. Il arrive que la société civile prend le pouvoir. Nous avons un berbériste notoire en Algérie qui est devenu ministre de la Culture. Vous connaissez l'exemple de la Tunisie où on avait, bien sûr, après les élections, beaucoup de membres de la société civile qui sont devenus acteurs étatiques. Et la même chose pour le Maroc et pour d'autres pays. Donc, c'est un phénomène qui est très important à la fois pour nous sur le plan scientifique, mais aussi comme objet d'étude et objet politique. C'est intéressant à suivre. Le deuxième élément, il faut être modeste. Nous n'avons pas sondé toutes les sociétés civiles, nous avons pris un échantillon, mais les résultats sont encourageants. Pourquoi encourageants? D'abord parce qu'il y a un besoin de discuter, il y a un besoin de négociation. Notre collègue en Égypte, il a fait l'atelier clandestinement parce qu'il avait peur de la réaction du gouvernement égyptien. Ce qui montre que cette société civile, elle veut exister, elle veut discuter des problèmes qui fâchent, mais ce n'est pas toujours facile. Et on a même, bien sûr, caché le financement, c'est-à-dire pour payer ces gens-là, parce qu'on avait peur que ça soit perçu comme un financement de l'étranger. Donc c'est une question qui se pose. L'autre sujet aussi, c'est, bien entendu, quel est l'intérêt pour l'Université de Genève? La transition, elle n'a pas été inventée dans l'espace arabe. Vous avez parlé de l'Espagne. Et nous avons de la chance aussi au GSI parce qu'on a un master sur l'Europe médiane. On a aussi des collègues qui travaillent sur la société civile de manière générale. Mais il y a des parallèles qui sont très importants à la fois sur le plan théorique, mais sur le plan politique. Comment la question de la religion a été
réglées dans ces pays-là. Comment la question, par exemple, des anciens du régime autoritaire qui se sont reconvertis, qui sont revenus aux affaires et qui sont devenus des très bons démocrates. Et la question, comme vous le savez, Monsieur le Ministre, la question de l'exclusion et de l'inclusion, c'est un poison dans certains pays, notamment en Égypte, et en Tunisie et en Libye. Et je terminerai par là, la troisième question et aussi un résultat positif donc, de cette société civile, c'est qu'on ne va pas passer de ce sondage un petit peu de terrain, c'est-à-dire le doléance et les préoccupations, au portage politique. Mais ce qui est très important, c'est cette dynamique. Il n'existe plus de dialogue entre les deux rives. Il n'existe plus de dialogue entre le monde arabe et l'Europe, et le monde euro-méditerranéen. C'est-à-dire que l'Europe, elle était beaucoup plus généreuse au temps des régimes autoritaires, avec la politique méditerranéenne globale, rénovée, les accords de l'association, le processus de Barcelone, la politique du voisinage. Et quand justement nos voisins du Sud ont embrassé les mêmes valeurs qui sont universelles, on s'est dit, c'est pas le moment et on a besoin d'abord de stabiliser les frontières. Et ma question, c'est pourquoi l'Europe était-elle si généreuse dans un moment où ces régimes-là étaient très loin, bien sûr, ne partageaient pas les mêmes visées, et aujourd'hui, on a l'impression que les priorités ont changé du côté du Nord. Et comment faire pour inverser la chose et ne pas laisser cette approche de tout sécuritaire prendre le dessus sur les vraies préoccupations des sociétés civiles, en fait, des peuples arabes. On pourrait même rajouter, est-ce que le bassin euro-méditerranéen est une priorité politique aujourd'hui pour l'Union européenne ? Je ne sais pas s'il est une priorité politique, il semble qu'elle ne l'est pas, mais elle va s'imposer. Si les problèmes et les conséquences des conflits de déstabilisation continuent, ils vont continuer. Si les réfugiés vont continuer à arriver et à frapper à la porte de l'Europe, si les attaques terroristes vont augmenter, si le débat politique européen va être limité à l'identité des sociétés et pas aux problèmes économiques et sociaux, à la fin de tout ce parcours, j'imagine que les hommes politiques et les citoyens, qui sont enfin dans toute démocratie ceux qui doivent tenir la réponse, vont dire basta, il faut un projet euro-méditerranéen. Pour l'instant, pourquoi maintenant? La question, je ne peux pas la répondre parce que je ne suis plus en première ligne politique, mais je partage avec vous le constat qu'il n'y a pas de politique, il n'y a pas d'action, il n'y a pas de vision, mais ce qui est pire, il n'y a pas de volonté de la créer. C'est-à-dire, nous on n'avait pas il n'y avait pas une thèse de conspiration parce qu'il y a des régimes autoritaires, nous on aide au régime autoritaire, ça c'est faux. Ça c'est complètement faux. Il y avait une réalité politique héritée de l'indépendance, avec des régimes X sur toute la rive sud de la Méditerranée. Il y avait une volonté à Barcelone d'apporter un processus de démocratisation et de réforme et de modernisation de tout l'espace euro-méditerranéen. Bon, on a échoué, on n'a pas échoué, on a fait ce qu'on a pu. Même moi je dis que la révolution tunisienne s'est faite grâce à Barcelone. Parce que la classe moyenne tunisienne, la classe sociale tunisienne qui est sortie dans les rues, est produit de l'aide, du soutien, pas de Ben Ali, mais des universités, de l'éducation, des programmes sociaux, des programmes économiques, et qui ont eu le courage et la vision, eux, parce qu'ils avaient une autre formation, de sortir dans les rues et réclamer un changement de régime. C'est-à-dire, c'est pas tout est négatif dans le processus de Barcelone. Non, c'est pas vrai. Mais qu'on n'a pas réussi finalement, non, c'est parce que nous, on demandait un processus de réforme, pas rupturiste. Et on n'a pas fait, ça, on fait autocritique, on n'a pas mis l'accent sur le suivi de la nécessité de respect de l'état de droit, de respect des droits de l'homme, de la démocratisation. On n'a pas
insisté suffisamment. À partir de là, après la crise et le printemps arabe, et après la crise économique et financière en Europe, l'Europe, elle a perdu son âme, elle a perdu son cœur. Et si on n'a pas d'âme, le cœur peut être de temps en temps battre, mais ça ne suffit pas. Et nous sommes, mes chers amis, en train de perdre l'âme et les principes, les valeurs européennes. Si on perd les principes et valeurs européennes, on perd nos politiques vers l'autre. Et malheureusement, c'est ce qui se passe. Depuis les 4-5 dernières années, il n'y a pas eu une seule initiative de dire, bon, on va réfléchir, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je ne dis pas seulement le Conseil de l'immigration, qu'évidemment, l'immigration, c'est encore pire, mais vous ne croyez pas quand même que les chefs d'État et gouvernement, ils auraient pu dire, bon, attendez, on va se réunir et dire quels vont être nos rapports avec le monde arabe et le monde musulman et avec le monde du Sud. Et discuter. Quel est notre... On veut vivre avec eux, on veut vivre contre eux, on veut vivre à côté d'eux. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va établir notre façon de vivre? Parce que il y a, en 2040, ils disent qu'il y aura plus de 50 millions de musulmans en Europe. C'est presque la population, un peu moins que la population de la France. Il y en a besoin de 50 millions de main-d'œuvre pour maintenir un minimum de compétitivité, de productivité de l'économie européenne. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va fermer encore les frontières, on va encore lever les murs. C'est pas possible. Mais ça, c'est vous, moi, les gens avec common sense. Mais il semble que nos hommes politiques, avec tout mes respects à eux, bon, ils ont élu, ils ont la légitimité des élections, c'est la démocratie, bon, alhamdoulilah, ça va. Hein? Mais ils ne me représentent pas. Je ne me sens pas représenté. Ce n'est pas l'Europe où j'ai travaillé. Ce n'est pas les conseils européens que j'ai participé. Ce n'est pas la vision de l'Europe que je veux qu'elle soit par où je vais dire qu'est-ce que fait l'Europe, l'Europe absente, l'Europe exclue, l'Europe secondaire. Quand on a tous les atouts, quand notre modèle, c'est le modèle d'une réussite, il y en a la peur et l'incapacité de défendre notre modèle. Et on se renferme entre nous. Alors je suis encore avec vous. Mais j'y crois aux citoyens, et les citoyens sont ceux qui, à la dernière minute, diront basta, parce qu'ils doivent résoudre les problèmes. Les problèmes, ce n'est pas une hypothèse de futur, sont là. Les problèmes sont là. Autre question? Oui, monsieur, au fond, attendez, on va vous amener un micro. Bonsoir, monsieur le ministre. En fait, est-ce que vous, en tant qu'Espagnol, vous êtes pour l'indépendance de Ceuta et Melilla? Bon. Non, comme Espagnol, je ne suis pas pour l'indépendance de Ceuta et Melilla, non. Ouais. On va essayer de revenir, même si ça peut être une des dimensions, mais revenons à un aspect plus géopolitique. Oui, on est une étudiante du Global Studies Institute. Bonsoir, je m'appelle Camille Romer et je suis étudiante en études européennes. Comme vous l'avez évoqué, la société civile, elle doit se mobiliser pour changer l'approche actuelle. Néanmoins, quels sont les outils ou les moyens qui sont mis à disposition ou qui devraient être mis à disposition pour la mobiliser et éviter les problèmes de visibilité de ces sociétés sud-méditerranéennes qui sont jugées parfois opaques, comme ça a été évoqué par M. Abidi? Moi, je crois que la société civile européenne a beaucoup de moyens et d'instruments dans cette nouvelle société de l'information, des réseaux sociaux. Vous savez que, au point de vue réseaux sociaux, le monde arabe est
bien plus avancés que nous-mêmes et qu'ils ont tout un niveau de communication, d'utilisation de tous les nouveaux instruments d'Internet et des réseaux sociaux qui font que pratiquement dans les derniers indices, bon, c'est même dans les pays du Golfe, ils sont même dans la preuve ce qui était les mouvements en Tunisie, en Égypte, dans tous les pays de l'Afrique du Nord, l'utilisation des réseaux sociaux devient de plus en plus importante. Bon, il faut créer des réseaux, d'associations, de mise à niveau. Il faut créer on avait proposé des Erasmus méditerranéens pour que les étudiants puissent participer et partager le temps de leur formation dans des universités arabes ou européennes. Il y a tout un tas d'instruments qui peuvent être mis sur la disponibilité de vous tous. Mais l'important, c'est que chacun, comme individu, comme un citoyen, prenne la conscience de la nécessité de s'engager et de se mobiliser. Et dans ce sens, je crois qu'aujourd'hui, on a plus de moyens pour faire cette sensibilisation collective qu'avant, c'était plus difficile à réussir. Ils sont des sociétés opaques, c'est à quelques mesures. Évidemment, la langue, c'est un obstacle parce que pas tous les citoyens européens connaissent la langue arabe, et même si eux connaissent beaucoup la langue française ou anglaise, et espagnole ou d'autres, mais c'est vrai que si on avait la possibilité de s'adresser dans leur propre langue, ça peut multiplier l'effet d'impact dans les relations, dans le travail conjoint. Oui, monsieur. Bonjour, bonsoir. Alors, je suis iranien, je fais un doctorat à l'Université de Neuchâtel. Et ma question, c'est très simple. Nous, les Iraniens, on considère la démocratie différemment que les Européens. J'aimerais savoir, faut-il d'abord voir les deux côtés, voir, comme vous avez dit, trouver une démocratie qui est acceptable pour deux côtés? Bon, la démocratie, c'est un processus vivant. Et c'est vrai que nous, Européens occidentaux, on ne doit pas croire que notre modèle de démocratie, c'est le seul qui doit s'imposer. Mais il ne faut pas non plus cacher devant la différente perception ou analyse ou définition de la démocratie le manque de ce qu'on peut dire le paquet démocratique. Et le paquet démocratique, c'est les libertés publiques, c'est l'état de droit, c'est les garanties de justice, c'est le droit de chaque citoyen, de chaque communauté de s'exprimer. Et à partir de là, si vous faites des élections tous les 2 ans ou 4 ans, ou si vous voulez choisir un imam, ou vous voulez choisir un roi, ou si vous voulez choisir ça, c'est une autre question. Mais le paquet démocratique, c'est-à-dire pas démocratique, le paquet d'une société moderne, qui puisse avoir un jugement par sa personne, par l'émancipation et l'épanouissement de chaque personne, de chaque citoyen, ça c'est des choses et des éléments, des acquis qu'on doit lutter pour. Parce que finalement, c'est ça qui vous protège comme citoyen. Et c'est ça qui vous garantit pour vous et votre famille un avenir plus prospère. Et après, que ce soit la démocratie, la loi électorale belge ou espagnole ou britannique ou le système de ballotage français, ça ne m'intéresse pas. Mais ça qui m'intéresse, c'est que tous les secteurs de la société puissent avoir le droit et la légitimité de participer, d'exprimer sa volonté et de pouvoir avoir des éléments de contrôle et de garantie de la vie politique dans les différents pays. Si, il y avait une question de Carlos Omaruga, conseiller national et un des signataires d'un appel pour un nouveau dialogue méditerranéen et euro-arabe. Plus qu'une
une question, c'est une remarque. Si j'ai personnellement adhéré à cet appel qui est lancé notamment par M. Moratinos, c'est parce que je suis convaincu qu'il y a moyen effectivement de la participation de la société civile. Dans nombre de cas qui ont été évoqués ce soir, dans le cadre de conflits et de l'absence de solution, c'est qu'on est dans une logique de confrontation d'État à État, sans que finalement les différentes dimensions de la société civile, des populations, puissent exprimer finalement leur désir de paix. Je serais persuadé aussi, que ce soit dans le conflit israélo-palestinien, que ce soit dans la question, par exemple, du Sahara occidental, il est clair que la participation des sociétés civiles à la création de valeurs communes et ensuite d'une dynamique commune vis-à-vis des États pour trouver des solutions, je pense qu'elle est extrêmement importante. Je pense qu'elle est un des éléments qui a, dans le cadre du processus de l'OSCE au départ, du processus d'Helsinki, a fait qu'on a créé cette communauté de valeurs des deux côtés du rideau de fer et qui a fait bouger finalement les choses et faire tomber le mur de Berlin. Je pense qu'aujourd'hui, sur des thématiques qui sont celles de la démocratie, qui sont celles des droits de l'homme, qui sont celles finalement de la circulation migratoire, parce que c'est de cela aussi qu'il faut parler, on peut trouver des convergences au sein de la société civile et donc amener par des représentations et des discours politiques qui sont portés au-delà des frontières, au-delà de l'espace européen jusque dans l'espace méditerranéen global, par les différentes forces à faire bouger les lignes, j'en suis persuadé. Et je pense que ce processus qui est lancé autour du livre blanc, c'est effectivement un instrument qu'il faut à tout prix promouvoir. C'est par ce biais-là qu'on sortira, je dirais, de l'impasse qui a été décrite très bien tout à l'heure du processus de Barcelone ou autre, où on met face à face des chefs d'État et qui ont leur raison d'État. Il faut sortir de cette raison d'État pour ensuite avoir plutôt une manifestation politique et sociale. Merci pour cette intervention, Carlos Soumaruga. Peut-être alors je me permettrai de formuler la dernière question sur la base de cette intervention. Monsieur Moratinos, précisément, on voit qu'il y a aujourd'hui des nouveaux acteurs qui sont ceux de la société civile. Comment les légitimer, comment les intégrer dans des processus qui sont essentiellement de nature intergouvernementaux et avec des acteurs étatiques? Comment les convaincre de vous rejoindre au sein du Livre Blanc? Comment allez-vous, j'irais aussi les séduire au travers de ce projet? Comment, d'une certaine façon, lancer une nouvelle approche, puisqu'effectivement, cette nouvelle approche, c'est d'intégrer ces acteurs-là. Quels seront les arguments que vous allez utiliser pour essayer de les convaincre à vous rejoindre au sein de ce projet? Bon, moi, je crois qu'on a commencé à le faire cet après-midi ici à Genève. On a commencé à lancer l'appel. Il faut évidemment être présent dans tous les réseaux. Il faut pas reconnaître, mais constater qu'il y a de nouveaux acteurs et que les acteurs sont légitimes et pas seulement légitimes, sont fondamentaux, sont indispensables pour faire avancer les choses. Et chacun a sa responsabilité. L'université, les centres académiques de recherche auront leurs responsabilités. Les ONG, il faudra les animer. Il faudra faire un appel à la Fondation Annalyn qui a la tâche au sein du processus de Barcelone et de l'Union pour la Méditerranée à, pourquoi pas, imaginer une grande conférence de ONG, de société civile en Méditerranée. Le temps est venu pour le faire. Et réunir et recueillir le travail qui peut être mené une fois le livre blanc avance, et qui puisse discuter, débattre les conclusions, les recommandations du livre blanc. Il faut que chacun d'entre nous, dans ses milieux et ses responsabilités de cette société civile, qui est déjà plus ou moins, disait Hasni Abidi, est déjà présente, elle existe déjà, il ne faut pas l'inventer, elle se structure par elle-même. Mon rôle comme membre de la commission politique, c'est de m'approcher aux hommes de gouvernement
Mais je ne veux pas non plus pour cela renier à mon rôle comme citoyen, comme participant aussi à la société civile. Mais je crois que chacun d'entre nous doit sortir avec cet engagement. Et si cet engagement est réel, les choses vont bouger. Si seulement ça reste dans une réflexion, une mauvaise conscience, une attitude fatalisme, une impuissance, on ne fera rien. Il faut être militant. Il faut être militant pour ce nouveau projet de dialogue méditerranéen et de dialogue euro-arabe. Et c'est à ce militantisme pacifique, diplomatique, courageux, fier que je vous appelle pour qu'ensemble on commence à travailler et cette journée de Genève soit une journée d'un début, d'un nouveau commencement qui peut échouer, on ne sait pas, mais qui peut réussir. Merci beaucoup.